Bonjour, mesdames et messieurs, à la réunion suivante de le club de la pensée civique au Centre européen de Solidarność. L'organisateur de notre réunion et notre club est la Fondation Genshagen. Et comme vous vous souvenez certainement, depuis plusieurs mois, on discute de l'Union européenne qui, pendant la dernière période, a survécu des crises importantes économiques et des migrations avec les menaces pour la sécurité, aussi bien à l'interne et à l'externe, et sanitaire sous forme de pandémie COVID-19. Mais aujourd'hui, l'Union européenne est confrontée à son plus grand défi, une guerre sanglante sur notre continent, à la frontière orientale de la Pologne. Une attaque injustifiée et sans précédent de la Russie contre l'Ukraine libre et démocratique. La politica est l'art de prévoyance. Est-ce qu'on peut justifier et ignorer l'utilisation de la force dans les relations internationales? Aujourd'hui, dans la compagnie des hommes politiques de l'Allemagne, France et de Pologne, donc le triangle de Weimar, on va discuter de l'Europe qui est face à la guerre. À notre invitation à ce débat, on a accepté Madame Alexandra Dulkiewicz, juriste, aussi maire, président de Gdansk, Jean-Marc Ayrault, non politique français, ancien parlementaire, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de France. Knut Abraham, le diplomate allemand, un homme politique, député au Bundestag de CDU, et Markus, Monsieur Abraham, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Et Markus Meckel, le théologue allemand et l'homme politique, ancien ministre des Affaires étrangères, et les gens de l'opposition démocratique à DDR. Le modérateur de notre réunion est l'hôte de cet endroit, donc Basil Kerski, politologue, essayiste, directeur du Centre européen de Solidarność. Par contre, les spectateurs sont représentés par Patrycja Błaszkowska, Université de Gdansk, faculté de biologie et l'Université de médecine de Gdansk, et Szymon Tasiemski, Université Jagiellon, faculté de droit et de l'administration. Basile, je te passe la parole. Merci beaucoup. C'est une édition consécutive de notre club de pensée, mais aujourd'hui, c'est une première parce que pour la première fois, la discussion se passe en 3 langues et c'est lié justement à nos invités. On a parlé de Fondation Genshagen. Je ne pense pas que vous tous, vous savez de quoi il s'agit. Il y a à peu près 30 ans, sous Berlin, ou même à Berlin même, disons, on a créé le centre de rencontre entre le français et les Allemands et tout de suite, on s'est orienté que ces rencontres n'ont pas de sens sans le polonais. Donc, tout de suite, cette idée s'est transformée en un centre public cofinancé par les ministères français, allemands et par le gouvernement polonais. Donc, c'est à la base de ce qu'on appelle le triangle de Weimar. Donc, un format de conversation souvent difficile, pas toujours facile en tout cas, et je me suis rendu compte aujourd'hui seulement qu'il n'y a pas un meilleur endroit que le club de Mazowiecki, parce que Tadeusz Mazowiecki a été un membre très actif de rencontres de Genshagen, et c'est pendant son mandat de Premier ministre Krzysztof Skubiszewski a initié le triangle de Weimar, et en août, avant la chute de l'Union soviétique avec Genscher, ils ont justement planifier comment faire partir l'Europe vers cet espace plus en sécurité, plus en paix. Donc, c'est pourquoi on a les invités d'Allemagne, on a les invités français. Il y a eu aussi l'ambassadeur du Pays-Bas.
à Moscou. Donc, il y a beaucoup de membres participants internationaux. Malheureusement, vous ne voyez pas notre salle parce qu'on est dans la salle des expositions temporaires et devant nous, il y a une carte qui demande comment l'Europe a changé après 89. Donc, il y a sur ces cartes l'Ukraine indépendante, la Biélorussie indépendante. Et c'est une carte qui nous dit aujourd'hui, je pense que c'est cet ordre qui doit être défendu de façon paisible, en paix, mais malheureusement aujourd'hui aussi de façon militairement, disons, de façon militaire. On va parler de l'Europe libre, comment l'Europe change, mais comment l'Europe change nous, parce que nous sommes des Européens. Donc, on va essayer de faire ce débat le moins abstrait possible. Et c'est pourquoi je voudrais demander de Madame Dulkiewicz à prendre la parole, parce que les dernières semaines, on se voyait souvent, mais très rapidement, en 16 mars, c'était juste après le début de la guerre, j'étais très fière que Mme Dulkiewicz, avec le président de Sopot et de Gdynia, sont allés à Lvov, se sont rendus à Lvov. Et je voudrais vous demander comment ce voyage a changé votre perspective en ce qui concerne cette situation. Quel type de responsabilité vous sentez aujourd'hui? Je pense qu'on a également affaire aux aides très concrètes qui arrivent en Ukraine en ce moment de notre part. À tous qui sont engagés, on dit c'est pas l'aide pour l'Ukraine, c'est ce qu'on fait pour nous, pour notre démocratie, pour notre culture démocratique. Donc, Madame Dulkiewicz, vos impressions de Gdansk, de Lvov, de Lviv. Merci beaucoup pour cette invitation et de pouvoir me prononcer dans parmi des invités si importants. Tadeusz Mazowiecki était le membre les citoyens honoraires de la ville de Gdansk. Bon, j'ai plusieurs perspectives parce que bien évidemment, je pense que chacun de nous aujourd'hui, c'est 82e journée de la guerre. Il faut l'appeler de façon directe, de l'agression russe. Hein, il faut le dire comme ça, c'est évident. Chacun a ses réflexions à lui. Et certainement, ils sont liés à nos activités diverses. Et pour moi, la décision d'aller à Lviv, c'était la décision de quelqu'un qui a une fonction concrète, hein, s'intéresse à un travail concret à faire, à réaliser quelque chose sur place. Parce qu'on a parlé avec on a parlé avec le président que sa carrière politique a commencé à être le maire pendant 20 ans. Et donc, cette expérience dans une collectivité territoriale aide à être l'homme politique aux échelons plus élevés, au niveau national, par exemple, ou international. Donc, c'était notre décision commune avec le président de Gdynia et de Sopot. Moi, en tant qu'une jeune femme, enfant, je savais toujours que pendant ce temps difficile en Pologne, où Solidarność a été souterraine, où il y avait la loi martiale, après la loi martiale, il y en avait beaucoup qui étaient actifs, mais très peu croyaient à ce que ces régimes puissent chuter, s'écrouler. Donc, c'était un soutien symbolique et aussi un soutien des gens de l'Occident qui venaient à l'époque, était très important pour soutenir cet esprit.
de bataille, de combat. Et donc, c'était d'ailleurs justement l'idée qui était l'idée de notre voyage. Et quand j'ai écouté Andrzej Sadov, le maire de Lviv, il a dit, moi j'en ai assez de parler sur Zoom. Combien on peut discuter sur Zoom? Donc il a été très content de pouvoir nous rencontrer face à face, visage contre le visage, se serrer la main. Et regarder de nos propres yeux ce qui se passe sur place. Et je vais vous dire sérieusement que ce sont les expériences qui vont rester pour toujours avec moi. Et je veux le partager aussi avec beaucoup de gens dans l'avenir. Combien il y a de maires aujourd'hui en Europe qui doivent avoir leur siège dans une cave, par exemple. Ça, c'est une expérience. C'est là où ils ont le travail organisé en ce moment. À l'époque, à Lviv, il n'y avait pas encore les enlèvements de maires. Parce que, n'oubliez pas que plusieurs dizaines de maires ont été depuis déjà enlevés, ils ont été cachés quelque part et on ne sait pas ce qui leur arrive. Par exemple, le maire de Mariupol, mais aujourd'hui, quand mon représentant l'a rencontré à Florence, quand ils ont voulu échanger des contacts, de données, il a dit, mais écoute, je n'ai pas une carte de visite parce que ma mairie est toujours en occupation. Ce sont des choses simples, mais on ne se rend pas compte à quel point cette situation est sérieuse et absurde. L'autre image, tu vas à l'hôpital. C'était très peu après l'attaque sur la base aérienne. Et tu rencontres les gens qui ont été blessés pendant cette attaque. Et ils nous disent, nous vous demandons, soyez nos ambassadeurs en Europe, aidez-nous à créer le couloir humanitaire et fermer le ciel. Et on n'en parle pas aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus d'armes qui sont envoyées, il y a de plus en plus de défense anti-missiles qui est là. Mais quand tu l'entends face à face de quelqu'un qui a été blessé dans une attaque comme ça, je veux m'en souvenir pour toujours. Et une autre image, parce qu'on représente différentes villes, mais le patrimoine culturel, c'est quelque chose qui crée nos villes. Et quand tu te souviens d'une ville comme Lviv, et maintenant tu le vois avec le bois sur les fenêtres, les protections sur le monument que tu voyais auparavant, c'est quelque chose, c'est une image que tu ne peux jamais oublier. Ce sont trois images qui nous donnent une propulsion à agir. Et je voudrais partager une autre réflexion. À partir de novembre de l'année dernière, je suis la chef d'un groupe de travail à la direction des régions, comité des régions européen. Et quand on a eu la première réunion en novembre de l'année dernière, un des héros principaux était Mariupol. C'était un héros positif à l'époque. C'est une ville parentée avec la ville de Gdansk. C'était une belle ville qui fleurissait, qui a fait un travail incroyable, énorme en ce qui concerne la transparence des procédures publiques, la lutte contre la corruption. Ils ont fait des progrès incroyables de développement de gestion locale, d'autogestion locale. Donc, une ville qui soutenait le développement de la démocratie locale. Mais aussi grâce aux réformes, cette ville a attiré les investissements étrangers. Et il est très difficile d'en parler au passé. J'espère que vous comprenez. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation complètement différente. Quand je rencontre mes amis, le maire français, belge, espagnol, je sens que c'est notre rôle, c'est mon rôle en tant que maire, de président de la ville de Gdansk, d'une ville où d'un côté a commencé à éclater la Deuxième Guerre mondiale et de l'autre côté, c'est ici dans le chantier naval, ce partage du monde, le nouveau partage du monde a commencé grâce aux grèves en août 80.
Et donc, je pense que ça va être un grand voyage, un très long voyage. D'un côté, il faut travailler sur la mémoire, soutien, parler à haute voix de cette agression, à quel point cette agression détruit l'Ukraine. Mais de l'autre côté, il faut les gens qui peuvent faire des choses concrètes, donc soutenir de façon concrète, donc le soutien humanitaire, et non seulement humanitaire, parce qu'on a envoyé avec Gdynia et les autres villes, par exemple de Silésie ou de la commune de Cracovie, on a envoyé de bus, des communications publiques, des transports en commun, parce qu'ils les ont passés à Lvov, donc à Kiev, ils n'en avaient plus. Donc, ils ont besoin de ce type d'équipement où ils doivent transporter les gens dans la zone de la ville. Donc, c'est peut-être très peu, mais c'est quelque chose qui est très, très important en ce moment. Et la troisième chose, qui est notre obligation, notre engagement de tous les Européens. Et c'est aujourd'hui non seulement réflexion sérieuse, mais aussi la planification sérieuse de la reconstruction de l'Ukraine. Donc, d'un pays fort dans les valeurs démocratiques. Et je pense que pas à pas, cette coalition de villes qui servent d'une certaine lobby pour le gouvernement national, pour les institutions de l'Union européenne, on est en train de le construire, ce lobby. Nous, le maire de ville européenne, parce qu'on essaye de sauvegarder cette mémoire, est un point de remords pour certains hommes politiques au niveau national et européen. Merci. Oui, vous pouvez applaudir. C'était une leçon très intéressante de la diplomatie des villes. On sait très bien combien dans les relations entre l'Allemagne, la Pologne et la France, c'était important. Donc, ce que vient de dire Madame la Présidente, ce sont des investissements très importants. Alors maintenant, je voudrais donner la parole à Jean-Marc Ayrault parce qu'on vit la présidence française dramatique, parce que vous avez également des élections présidentielles, parlementaires, mais je me réjouis qu'il est avec nous, que nous avons en dehors de SAS, M. Knut, qui est dans son Parlement. Et c'est très intéressant parce que vous renouez à deux perspectives très intéressantes, parce qu'encore l'année dernière, vous étiez le vice-ambassadeur de l'Allemagne à Varsovie. Donc, cette situation vous est très proche. Vous êtes un diplomate professionnel et depuis l'automne, vous représentez la Brandenburg et vous êtes évidemment dans la Commission des Affaires étrangères. Et il y a Zeitenwende, c'est-à-dire le changement des temps. C'est un slogan qui domine la discussion en Allemagne. Alors, quand je parle avec mes amis ukrainiens, aussi en Pologne, il y a une méfiance pour ces slogans. Est-ce que c'est une réaction émotionnelle? Parce que les photos tragiques, les meurtres aussi sur les civils, alors peut-être c'est aussi un changement radical de la politique étrangère en Allemagne. Alors, quelle est votre opinion, votre perspective? Est-ce que vous pouvez nous présenter la perspective allemande? Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, ich bin zu verstehen. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais d'abord répondre à votre question. Ici, en Allemagne, c'est comme partout en Europe, et je pense partout dans le monde entier, les gens sont profondément choqués en voyant les images qui nous parviennent et sont impressionnés par la volonté de se battre et de protéger, défendre la patrie et son avenir.
en le traduisant en langage politique, c'est Zeitenwende, c'est-à-dire ce changement de temps. Il y a deux facteurs que je voudrais présenter. Premièrement, et là, je suis curieux, qu'est-ce que Marcos Mecke pourra en dire? Certainement, il y a aussi des observations à faire en Pologne. Le premier aspect de ce changement de temps, c'est l'approche de l'Allemagne. L'Allemagne a quitté la politique par rapport à la Russie, parce que SPD et CDU croyaient qu'à travers le commerce, un rapprochement des relations de paix, l'économie avec la Russie. Donc, on peut collaborer, on peut vivre avec la Russie. Alors, ce changement dont parlait notre chancelier signifie une censure. On peut dire que c'est la fin de cette politique. Cela concerne cette vision qui concerne aussi SPD, mais aussi nous qui avons gouverné pendant des années. Un deuxième aspect, c'est que lors de ce changement d'époque, il s'agit d'avoir la capacité de défendre notre pays, c'est-à-dire refaire nos capacités de nous défendre. Parce qu'après la révolution de liberté dont parlait Mme Dulkiewicz, et puis dire qu'en Europe, on n'aura plus jamais la guerre, donc la conséquence de cela, c'est que l'Allemagne a réduit son potentiel militaire et le nouvel gouvernement fédéral, 100 milliards d'euros, donc va consacrer plus que 2% des PIB va consacrer à l'armée. Donc ça, c'est vraiment c'est nouveau. Donc je vais évidemment appuyer cette idée. Alors, on sait que l'opinion de l'Allemagne en Europe centrale, peut-être aussi en Pologne, en Europe, en ce qui concerne notre politique concernant la Russie, alors ça s'est empiré à ce point que ça va demander beaucoup de force de tous les Allemands à ce que la confiance en Ostpolitik allemande puisse être refaite. Nous regardons avec beaucoup d'intérêt qu'est-ce que le nouveau gouvernement dit. Et ces dernières semaines, on avait l'impression que certains représentants de l'Allemagne doivent faire face à cette nouvelle politique et ils sont sceptiques. Que peut-être derrière ce changement de temps, les faits ne vont pas suivre. Et donc, il fallait cette décision commune de fournir à l'Ukraine les armes lourdes, pas seulement défensives. Et puis, je voudrais ajouter quelque chose. Alors, ces derniers jours, à Bundestag, derrière le rideau, on mène un débat très important concernant la question comment les Allemands, face à la future perspective dans l'Union européenne, doivent se comporter face à l'Ukraine. D'après moi, l'avenir de l'Ukraine se trouve dans l'Union européenne. Et ça doit être ainsi. Moi, je me demande comment Monsieur le Premier ministre français va nous présenter la conception française. Je pense qu'on peut créer
un club d'attente, un club des partenaires difficiles ou un autre type de partenariat pour que la perspective d'accès à l'Union européenne pour l'Ukraine ne traîne pas trop. C'est très important et la Pologne va y jouer un rôle important pour justement porter cette idée dans l'Union européenne, sachant que l'Ukraine a le droit à ce que, peut-être dans un processus plus long, à ce qu'elle puisse devenir un vrai membre de l'Union européenne. Alors, avant le prochain Conseil de l'Europe donc fera l'objet de la discussion. À mon avis, l'Union européenne doit prendre le rôle d'un garant de la sécurité. C'est ce qu'il faut qu'on adopte. Et puis, dernier point, nous devons d'ores et déjà, je pense que le triangle de Weimar et puis un événement comme ici à Gdańsk s'y prête parfaitement. Nous devons ensemble, la France, la Pologne et puis l'Allemagne, réfléchir quels sont pour nous les points forts de l'ordre mondial après la guerre. Cette perspective européenne pour l'Ukraine doit être la plus importante. Donc, je voudrais terminer là-dessus. Malheureusement, à 19 heures, il faut que j'aille participer au débat. Jako wytrawny, doświadczony dyplomata powiedział Pan coś ważnego o zaufaniu. To jest bardzo ważny kapitał w polityce międzynarodowej. Alors, comment peut-on reconstruire cette confiance? C'était très bien d'arrêter Nord Stream 2, mais je pense que Nord Stream 1 et 2, c'était une charge gigantesque pour tous les démocrates en Europe centrale et de l'Est qui parlaient de la solidarité européenne, le partenariat européen. Ça fait 17 ans depuis le Nord Stream 1. Je pense que c'est un facteur très important qui a affaibli la démocratie et les démocrates en Europe centrale et de l'Est. Alors, qu'est-ce que les Allemands peuvent faire en ce moment pour reconstruire cette confiance? Merci. J'espère que vous m'entendez bien. La confiance, on va la reconquérir systématiquement, lentement, parce que dans la politique, c'est comme la confiance entre les personnes. Si la confiance est perdue, ça peut se faire rapidement. Ça prend beaucoup de temps jusqu'au moment où l'autre partie peut parler de la reconquête de cette confiance. Donc, il ne suffit pas que le chancelier Scholz prononce son discours. Il s'agit d'un processus long où on va dire des choses et puis faire des choses. La confiance ne va pas être refaite si les décisions ne sont pas prises. Par exemple, la décision d'envoyer les armements lourds. Mais non, pour que nos voisins, les Ukrainiens, aient la confiance, c'est-à-dire soient sûrs que cette pression sur l'Allemagne puisse être effectuée. Et puis après, donc la confiance, ça doit sortir de l'intérieur de l'Allemagne. Notre rôle, le rôle de l'Allemagne est crucial en Europe.
Donc, il faut qu'on prouve qu'on est véritablement avec l'Ukraine. C'est une responsabilité de notre part parce que, évidemment, ce processus est difficile. Vous savez, vous connaissez très bien, vous savez très bien quelles sont les difficultés face à l'Ukraine. Mais ici, les Allemands ont cette chance de reconstruire cette confiance. Et puis après, la cristallisation dont les historiens vont parler dans le futur, comment s'est comportée l'Allemagne. Alors, ceci aura lieu seulement au moment où on n'aura plus affaire à des anciennes structures en Russie ou un dialogue n'importe comment. Et puis, il faut s'assurer que le cours de la politique allemande ne retombe à nouveau dans les anciens sillons, ou bien on va en tirer de ce qu'on vit actuellement des leçons. Et pour ça, il faut du temps. Donc, la ministre des Affaires étrangères à Kiev a trouvé de bons mots en disant que les conséquences doivent être tirées aussi rapidement. Mais moi, ici à Berlin, je ne suis pas sûre si on ne retombe pas dans les anciens sillons de relations entre l'Allemagne et la Russie. Jean-Marc, termin wyborów, tak chłodno patrząc się, prezydenckich we Francji był oczywiście długo znany, ale nikt z nas nie myślał, że to będą... En parlant de la France, donc personne ne pensait que les élections en France, ce seront des élections qui vont décider de l'Europe, pas seulement de la France. Chez nous, en Pologne, on avait l'impression que le deuxième tour, donc entre Macron et Le Pen, c'est aussi la défense de l'Ukraine démocrate. Ai-je raison? Oui, vous avez raison. Mais même si les Français n'ont pas pris en compte que cette question lorsqu'ils ont voté au deuxième tour de l'élection présidentielle, mais je pense qu'ils avaient conscience de la gravité du choix. La menace d'une victoire de l'extrême droite n'avait jamais été si élevée en France. Il faut en être conscient. Et c'est vrai que l'élection présidentielle française a été suivie partout dans le monde, et tout particulièrement en Europe. Et ici en Allemagne, en Pologne, en Ukraine. Car imaginons une victoire de Marine Le Pen, ça aurait conduit à une crise profonde en Europe. La France aurait été affaiblie, bien sûr, dans les discussions avec ses partenaires européens, mais c'est toute l'Europe qui aurait été affaiblie, et tout le projet politique européen. Et bien entendu, la relation avec l'Ukraine en aurait été affectée, c'était une évidence. Donc le peuple français a dit non. Je ne dis pas qu'il a dit oui aussi à Macron, puisque Macron a été élu président de la République, mais regardons dans le détail. Parce que c'est la troisième fois qu'un Le Pen est candidat à l'élection présidentielle au second tour de l'élection. Le père, en 2002 avec Jacques Chirac. Là, il y avait une mobilisation populaire absolument incroyable dans les rues de France, partout, avant le vote, où tout le monde appelait à dire non à Le Pen. Cette fois-ci, ça ne s'est pas du tout produit. Il y avait une forme de banalisation. La deuxième fois, c'était 2017. Macron gagne à plus de 60%. Et là, je vous donne un chiffre, sans vous donner plus de chiffres. Au deuxième tour, en regardant le vote en fonction des électeurs inscrits sur les listes électorales, pas seulement les exprimés, 36,5 pour Macron, 27,28 pour Marine Le Pen, et 28% d'abstention. Donc ça veut dire qu'il y a un doute qui s'est installé, une crise de confiance démocratique en France qu'il ne faut pas négliger et dont les conséquences peuvent être majeures pour l'avenir. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que Marine Le Pen, elle était identifiée clairement, et c'était vrai, comme un soutien de Poutine. Elle était identifiée, c'était vrai et c'était clair, d'un soutien d'Orban. C'était leur candidate. On peut dire que c'était aussi le soutien du PiS, même si c'était un peu moins clair. Et puis, c'était aussi
la même chose que Trump, c'était la même chose que Bolsonaro au Brésil, c'était aussi la candidate du Brexit. Mais elle a eu l'habileté de se présenter masquée à l'élection présidentielle. Elle n'a quasiment pas parlé de tout ça, elle a parlé que d'une chose, c'est-à-dire qui touchait les Français, le pouvoir d'achat, les inégalités sociales, les inégalités entre les territoires, et pour le reste, c'était on ne parlait pas. Et il y avait d'ailleurs un autre candidat d'extrême droite qui, lui, a parlé de tous les thèmes d'extrême droite, la menace de l'immigration, les problèmes d'insécurité, l'identité de la France, enfin bref. Et elle en a profité, au point que le danger menaçait. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que même si elle a changé de discours, même si elle a caché son discours, le fond est toujours le même et il n'a jamais changé. C'est l'extrême droite anti-européenne et antidémocratique qui avait pour objectif de mettre en cause l'état de droit constitutionnel français, comme ça se passe en Hongrie par exemple, et qui avait aussi, alors là elle l'avait dit, on va arrêter les relations franco-allemandes. Tous les programmes franco-allemands, je les arrête. Ça ne sert à rien. Donc vous voyez bien la suite. Et la menace était là. Donc il faut... C'est pour ça que je voudrais insister sur un point à ce stade de notre échange, c'est que la question du modèle démocratique est profondément liée au modèle européen. On ne pourra pas défendre l'Europe durablement si on ne parle que d'économie, si on ne parle pas de démocratie. Parce que la démocratie, c'est quelque chose de fragile et de précieux, qui est aujourd'hui menacé partout dans le monde. J'ai cité quelques-uns. Regardez par exemple ce qui s'est passé aux élections présidentielles dans les Philippines, où le fils de l'ancien dictateur a été élu. Et puis Bolsonaro n'est pas battu au Brésil. Lula n'a pas encore gagné. Donc c'est vrai aussi en Europe. Donc que ne transigeons sur rien. L'état de droit, l'indépendance de la justice, la liberté d'opinion et la liberté de la presse. Quand on porte atteinte à cela, quand on manipule l'histoire et la mémoire, comme on voit en Russie avec Poutine qui a interdit le mouvement, l'association mémoriale, sur le travail qui a été fait sur les crimes du stalinisme. Donc quand on commence comme ça, c'est la fin de la démocratie. Donc l'Europe, ce sont des nations, ce sont des peuples, mais c'est aussi un modèle de civilisation et un type de démocratie qu'il faut absolument défendre, tout en étant attentif aux problèmes des gens. Et les problèmes des gens, ça peut être les problèmes d'inégalité sociale, ça peut être les problèmes de perspectives d'avenir, en particulier pour la jeunesse, ça peut être l'incapacité à prendre des décisions courageuses, donc qui dénaturent et qui discréditent la politique. Donc faisons attention, il y a de réels problèmes, ne les sous-estimons pas, traitons-les, mais en même temps soyons fermes et sans concession sur les principes de la démocratie et de l'état de droit. Bardzo dziękuję za te słowa, za to określenie jakby misji europejskiej, że to jest nie tylko jak w przypadku teraz sytuacji naszej z Ukrainą obrona demokracji ukraińskiej, jej granic, ale także duże poczucie odpowiedzialności za rozwój naszej demokracji, za obronę naszej demokracji. Zaznaczył pan premier też coś ważnego. Tak. Oui, bien sûr. Je voudrais ajouter un mot, c'est que puisque j'ai parlé de la démocratie, ce qui est sûr, c'est que le peuple ukrainien a choisi la démocratie, a choisi l'Europe, mais a choisi la démocratie et le pluralisme. C'est le choix qu'ils ont fait. C'est ce peuple courageux et admirable donc on constate tous les jours. Et donc il ne faut pas décevoir cette attente. Et j'ai bien entendu ce que vous avez dit, M. Abraham, depuis Berlin. Et c'est clair que la candidature de l'Ukraine à l'Europe doit être soutenue. Même si on sait que ce soit long, il faut que le message qu'on va continuer d'adresser les uns et les autres au peuple ukrainien soit clair. Et en tout cas, pour moi, c'est clair. Dziękuję. Chciałem właśnie jeszcze dorzucić, że ważnym elementem jest też kultura porozumienia. Je pense qu'il est très important cette culture de coopération, de l'unification, de l'accord. Monsieur le Premier ministre est aussi un des défendeurs de l'accord français et allemand. Mais nous avons des grandes nations. On a France, l'Allemagne, Ukraine. Où certaines élites ont fait un grand voyage dans les dernières semaines. La perspective de M. Abraham de l'accession de l'Ukraine à l'Union européenne a aussi la base culturelle de cet accord entre l'Ukraine et
les autres pays. Et je regarde Markus Merkel, qui est la légende dans cette salle. Tu es aussi un des objets d'art parce que tu es aussi un leader de la révolution paisible, théologue de profession, quelqu'un qui a lié la réflexion à l'activité, à l'action politique. La Pologne te doit beaucoup parce qu'après l'unification de l'Allemagne, tu étais celui qui voulait qu'on reconnaisse rapidement la frontière à l'Oder-Nessa. Toi, tu as participé aussi à des conversations, négociations 2+4 pour sur les conditions de l'unification de l'Allemagne et l'accès de la nouvelle Pologne, disons. Donc, j'ai plusieurs questions à te poser, mais commençons par la profondeur de ces changements, c'est-à-dire à quel point ces changements, ces transformations est profonde. Parce que toi, tu as critiqué ouvertement la politique face à Poutine depuis toujours, la façon de mener la conversation avec Poutine. Il y a plusieurs films sur Internet. Il y avait les critiques de cette présentation de Poutine à Munich. Est-ce que tu sens une certaine satisfaction que la politique allemande a changé de façon si radicale? Merci beaucoup. La question sur la crédibilité, c'est une question centrale, cruciale. Et bien sûr, comment, ça dépend de ce qu'on a fait avant et comment on progresse dans notre action. Quand on a dit auparavant, il y a beaucoup de questions qui sont liées à la politique allemande. Nous avons ces questions également qui se sont posées. Certaines questions se sont posées pendant le gouvernement d'Angela Merkel qui a présenté une politique très forte de l'Allemagne dans les dernières 15 années. Il faut se souvenir de ces dates, l'annexion de la Crimée 2014, 2015, la guerre en Ukraine de l'Est. Donc, ce sont des dates de base, de départ. Et il faut bien dire ouvertement qu'en Europe, mais aussi justement en Allemagne, on a réagi, on a fait quelques sanctions. Mais j'ai l'impression que ça a été traité de façon sérieuse. Si je pense qu'à l'époque, le gouvernement fédéral et vous, M. Abraham, vous étiez à l'époque dans le bureau de chancelier, quelles étaient les réflexions en 2015? Quelle était la pensée? C'est les moments où on a commencé les conversations autour de Nord Stream 2. Et donc, moi aussi, j'étais pour la construction de Nord Stream 1. Là, j'ai présenté l'avis de mon gouvernement. Mais comment était la logique en 2015? Qu'est-ce qui a fait en sorte que le gouvernement de Mme Merkel a lancé Nord Stream 2 malgré que l'annexion de la Crimée a été déjà un fait. Et a commencé à éclater la guerre dans l'Ukraine à l'Est. Vous m'avez mis dans la section des démocrates et vous avez raison. Parce qu'à l'époque, cette attitude de commerce, disons, et essayer de convaincre qu'il y avait encore des racines dans la guerre froide a été continuée. Et le président fédéral a dit non, c'était une erreur. Et ce n'est pas de nombreux social-démocrates que je l'ai entendu de reconnaître l'erreur. Donc, j'espère qu'on aura encore la possibilité de parler de ce qui s'est passé dans le bureau de chancelier à l'époque. Mais en revenant à cette question sur la crédibilité, je dois dire que après l'éclatement de cette guerre horrible qui a été prévisible, disons, prévisible,
Je pensais à l'époque que Poutine va la commencer, mais je ne pensais pas qu'il va aller si profondément à l'intérieur du pays, en Ukraine. Moi, je pensais qu'il va vouloir gagner l'accès terrestre à la Crimée, peut-être élargir la Crimée de 2 provinces, mais cette naïveté de l'Occident a été énorme, surprenante et pour moi incompréhensible. Déjà avant la guerre, pourquoi déjà avant la guerre on n'a pas soutenu militairement l'Ukraine? Et donc, j'en ai parlé l'année dernière, quand le ministre Habeck, après son voyage en Ukraine, à ce moment-là, il a refusé au gouvernement de cette demande d'aide militaire. Le gouvernement était très frais, il y avait beaucoup de dissonances, de différences d'avis avec les Américains. Et j'étais très content quand en 27, il y avait le mot très clair et que nous, à l'intérieur de la coalition, nous l'avons enfin décidé. Et comme j'ai le regard de loin maintenant, c'était la même chose qu'à Schröder en 2003. À l'intérieur de son parti, de sa fraction, il a parlé de sa décision. On disait qu'il était arrogant, qu'il n'a pas organisé la réunion de la partie, qu'il ne communiquait pas. Mais je voulais juste montrer que si le chancelier prend la décision face à une telle situation, une coalition gouvernementale, et si ce n'est pas négocié, accordé au sein du Parlement, avec le Parlement, je pense qu'il est nécessaire qu'il les fasse ensuite. Et il y a la question aussi de l'implémentation, de la mise en place. 100 milliards... il y a parfois de voix d'opposition contre ces 100 milliards. Et on se demande maintenant quel sera le soutien de l'opposition parce qu'on a besoin de la majorité au Parlement. Donc, quelle est la durabilité de tout ça? À quel point ça peut durer, vraiment être résistant? Et par rapport au Verts, par exemple, pendant notre réunion, on a eu une discussion Assemblée, on a eu une discussion très, très importante et cette discussion est très retentie aussi dans la société. Et bien sûr, je perçois une faiblesse dans ce chancelier nouveau qui répète certaines faiblesses d'Angela Merkel. À partir de 2005, donc depuis 2010, depuis 17 ans, on a un gouvernement technocrate qui fait des erreurs, qui fait parfois des choses bien, mais qui n'explique pas sa politique. Et Angela Merkel ne l'a pas fait, c'est-à-dire elle n'expliquait pas sa politique. Et cette approche est continuée seulement aussi maintenant. Et je peux dire que ce qui expliquait, c'est Habeck et Madame la ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement actuel. Eux, ils expliquent leurs pas. Et j'espère que ça va être un peu plus fréquent, un peu plus... Parce qu'en Europe, ensemble, on a les besoins de changements élémentaires, de base. Par exemple, la France, le sujet est le triangle de Weimar. C'était une catastrophe à mes yeux, ce triangle de Weimar. Le fait que Macron, après les premières élections, en ayant un soutien et qui allait en avant avec des conceptions très claires de l'Europe, peut-être on ne les partage pas tous, mais l'Allemagne ne l'a pas suivi du tout.
Et quand il y avait des discussions, c'était la question pourquoi Merkel n'a pas s'est exprimée à ce sujet. Pourquoi elle n'a pas dit par voie on n'est pas d'accord, mais dans ces points on est d'accord et on va ensemble. Et la même chose aujourd'hui. Il faut réfléchir comment l'Europe peut être plus forte aujourd'hui. Pourquoi, comment à l'OTAN on peut être plus partenaire. Est-ce que c'est toujours la question de l'argent ou autre chose? Ce sont tous les questions des conceptions, des bases très importantes. Et tous ceux qui ont construit une grande coalition n'ont jamais eu vraiment une grande politique de la sécurité. Le président Rauch s'est plaigné que l'Allemagne en politique étrangère devrait, qui devrait être à la tête de ces politiques et être en contact avec la France. Mais en résultat, très peu de choses vraiment ont suivi. Donc j'espère seulement que cette guerre et la crise qui est liée à cette guerre sera un moment tournant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. L'union de l'Union européenne et l'union de l'OTAN peut donner un espoir pour l'avenir. Et en ce qui concerne l'élargissement de l'Union, je pense que c'est inévitable, il faudra en parler. Et maintenant, la question que Marcus a posée. Monsieur le député, cette question concernant la politique énergétique de l'Est, pourquoi Nord Stream 2 après l'éclat de la guerre en 2014 en Ukraine? Merci beaucoup. Oui, bien sûr, avec plaisir, je vais prendre la position pour expliquer à tous ceux qui nous écoutent. Moi, dans les années 2015 jusqu'à 2018, j'étais entre autres responsable des relations entre l'Allemagne et la Russie dans le bureau justement du chancelier. Et donc la question, quand la politique erronée allemande russe a commencé, c'est un autre sujet et il faut un autre moment. Mais une réponse directe à vos questions. Oui. Madame Merkel, effectivement, il y avait une fissure déjà dans le gouvernement à l'époque. D'un côté, le ministère de l'économie, Sigurd Gabriel, qui était à la tête de ce projet Nord Stream 2, a créé un lobby immédiatement pour soutenir ce projet et il y avait très peu de voix d'opposition. Christoph Voisken, mon chef, et le conseiller de Madame la chancelière, nous, on espérait que ce projet, par l'utilisation de la loi européenne, va chuter. Malheureusement, les services de la Commission européenne ne nous ont pas donné ce plaisir. Et Madame la chancelière, en espoir et en attendant que les accords de Minsk vont éliminer les conséquences plus graves et qu'à la fin, on a trop puisé dans cette histoire des business énergétiques du passé parce qu'on se dit, de toute façon, à un moment donné, ça va marcher, ça va se faire. Plus simplement, on pourra faire la division entre ces choses, la politique, l'économie. Cette pensée qu'on pourra faire partager, diviser, faire répartition entre les questions énergétiques détachées de questions autres. En les traitant comme un projet purement
économique et tous les autres aspects, donc militaires et politiques, régulés différemment en séparation de l'énergie. Et à la base de départ, il y avait justement au départ, il y avait cette fissure très visible. Ein politischer Prozess durch Minsk möglich würde. Und ich freue mich, lieber Herr Karski, wenn wir das bei Gelegenheit vertiefen können. Es ist überhaupt nicht meine Art, mich zu verabschieden vorzeitig, gar nicht. Das mache ich eigentlich nie. Aber es wäre schade gewesen für mich, wenn ich nicht wenigstens diese eine Stunde hätte teilnehmen können. Und ich sende sehr, sehr herzliche Grüße aus Berlin nach Danzig. Wir danken Ihnen sehr. Dziękujemy panu bardzo. Zamknijmy może te tematy historyczne. Na pewno wielkim rozczarowaniem sąsiadów jest to, że nie słuchano sąsiadów, ani skandynawskich. Qu'on n'a jamais entendu nos voisins scandinaves parce que eux, ils avaient beaucoup d'expérience en ce qui concerne le mélange de la politique à l'énergétique et la politique de la Russie qui, à l'époque, n'était plus démocratique, était menée ensemble. Mais en laissant de côté ces sujets, parce que je voudrais passer à nos collègues, parce que j'étais surpris par ton analyse, parce que tu as dit que l'intervention du chancelier était très crédible, mais il y avait un déficit de communication des décisions, l'explication des décisions. Donc, j'y reviens. Alors, ô combien ces changements est durable, pas seulement la politique, mais aussi l'appui de la population face à des décisions qu'il faut aider militairement l'Ukraine. Il faut gagner cette guerre. Ce n'est pas seulement donc une crise humanitaire. Est-ce que ce changement va persister à long terme? Quel est ton avis? Je voudrais voir l'Allemagne en tête de ce train et pas à la fin. Je voudrais que l'Allemagne soit une locomotive. Moi, je suis d'avis qu'en Allemagne, la discussion doit être menée. La décision était juste, mais on ne peut pas attendre de la part des députés qui, hier, considéraient quelque chose de telle façon et puis aujourd'hui, ils ont changé d'avis. Il faut que ça passe par la discussion publique. Je pense que cette discussion, c'est pas approfondi. En ce qui concerne le type d'armes envoyées, moi, je dirais qu'il faut envoyer tout ce que l'Ukraine attend parce qu'ils ne se défendent pas seulement eux-mêmes, mais ils défendent l'ordre en Europe. Avec Milosevic, on est devenu tout d'un coup co-belligérants pour sauver les habitants de Kosovo. En ce qui concerne Poutine, nous ne pouvons pas le faire parce que la Russie possède l'arme nucléaire. Mais il faut faire absolument tout ce qu'on peut faire parce que beaucoup d'en dépend, non seulement pour l'Ukraine, mais pour l'Europe entière et pour l'ordre international. Donc, il faut que l'on fasse de l'Ukraine un pays capable de se défendre. Du côté militaire et humanitaire, il faut faire absolument tout. Il faut encore ajouter des sanctions. Bien évidemment, certains en Allemagne essayaient d'expliquer au chancelier en lui écrivant des lettres, en disant que c'est mieux de discuter que de tirer. Mais oui, non, mais aujourd'hui, cette alternative n'existe plus. Donc, discuter, on discute toujours, parce que tout le monde ne s'est pas tu. Moi, je penserais qu'ils ont perdu lui. Il faut continuer à parler, à discuter. L'ONU
introduire d'autres sujets à la discussion, par exemple les Chinois, pour qu'ils laissent tomber un tout petit peu leur amitié, leur solidarité avec Poutine. Donc, tout cela doit se faire publiquement. Certains talk-shows en Allemagne, par exemple, quel type d'armement envoyer, c'est pas sérieux. Il faut que ce soit clair. Le management n'est pas bon. Il faut que ces armes soient envoyées réellement en Ukraine. Parce que je vois que, par exemple, Bundeswehr, tous les gouvernements depuis 25 ans l'ont mal équipé, c'est-à-dire les soldats allemands. Et la gestion, le management n'est pas bon non plus concernant l'armée allemande. Donc, il faut que ça change. Mais il faut qu'on pense aussi politiquement. Et c'est là que je vois des questions. Qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne l'Union européenne? Donc, le discours était sur les statuts du candidat. Il fallait le faire. Mais nous nous comportons comme le statut d'un candidat à l'accession à l'Union européenne. C'est indispensable. Et tandis quand on parlait de négociations, je dis non, mais écoutez, il faut que vous constatiez que chaque pays européen peut déposer sa demande d'accession. Alors, ni Merkel, ni les présidents français ne l'ont jamais fait. Mais maintenant, heureusement, on voit le changement dans la façon de penser. Mais ça n'est pas suffisant. Il faut qu'on se dise clairement que la voie vers l'Union européenne, est-ce qu'elle est juste? Comme disait Zelensky, ce n'est pas une accession rapide, instantanée, parce que ça ne sera pas compris par l'Union européenne. Évidemment, il faut les appuyer. Il s'agit d'une communauté juridique, légale et autres. Mais dans les années 90, j'ai posé des questions concernant le processus d'élargissement. J'entendais seulement des cris, mais est-ce qu'on ne peut pas créer un statut d'observateur dans le Parlement européen? Parce que ceci permettrait une discussion avec l'opposition, ce serait un signal clair pour les futurs membres. Certains chapitres ou points qui ont été réalisés dans certains domaines. Donc, ça pourrait être une... Parce qu'il y a des domaines où on collabore, il y en a d'autres où il n'y a pas de collaboration. Ça pourrait être beaucoup plus clair et je ne dis pas que c'est impossible. Donc, il faudrait inventer des degrés intermédiaires sans attendre à ce que 10 ans, par exemple, où il ne se passe rien, toutes les négociations, ratifications et puis accès. Donc, il faudrait parler d'un changement de la conception. Et là, il y a un danger. Qu'est-ce qui va se passer parce que du point de vue militaire, alors, la participation à l'OTAN pour les nouveaux pays à l'Est, ce n'est pas possible. Mais par exemple, quand on parle de la Moldavie, de la Géorgie, est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir un pacte d'appui, d'aide, et en même temps dire qu'il y a une ligne rouge, qu'on ne va pas laisser se développer une agression, parce que la Géorgie, la Moldavie, on pourrait penser à une autre solution, parce que ça ne va pas nuire.
mais ça va montrer à Poutine que aussi cette ligne rouge et cette frontière, la frontière, c'est pratiquement une quasi-frontière avec l'OTAN. Donc, c'est aussi important que le nombre de chars envoyés par l'Allemagne. Cette ligne politique, c'est quelque chose dont on doit discuter. Alors, selon notre tradition, on invite à la discussion notre public. Donc, je vous demande de poser des questions sur notre page Facebook. Alors, à côté, nous avons Shimon et Patricia qui représentent notre public. Je voudrais vous poser la question, parce qu'on parlait beaucoup de la France, de l'Allemagne, mais c'est aussi une bonne occasion pour partager nos observations concernant les changements dans notre pays. Souvent, on nous pose la question, ici, au Centre de Solidarność, d'où vient cette vague de solidarité des actes concrets en Pologne? Pourquoi une telle ouverture de la frontière avec l'Ukraine? Il y a encore quelques mois, on parlait justement de la fermeture de notre frontière, donc la crise humanitaire à la frontière avec la Biélorussie. Comment vous l'interprétez? Comment le voyez-vous? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots à ce sujet? On va commencer avec Patricia. Bon, moi je n'ai pas une réponse claire d'où ça vient, mais il me semble que c'est quelque chose que j'ai appelé, moi, personnellement, le phénomène d'être polonais. Le fait que tous les étudiants que je connais se sont engagés si rapidement dans l'aide, c'est vraiment un élan du cœur. Bon, c'est peut-être aussi notre passé, malgré que les jeunes l'ont jamais vécu, ils ont entendu parler de notre passé, de notre passé parfois très douloureux, très difficile, mais je pense que ça a joué, ces histoires familiales. Et le fait qu'on est actif, ça résulte du fait qu'on est actif, tout simplement, parce qu'on... Et justement, est-ce que c'est une énergie sociale, tu penses, qui pourra avoir un impact sur nous dans les années à venir? Parce qu'ici, on documente Solidarność pour Solidarność. Et souvent, des pays comme la France, l'Italie, le pays scandinave, on entend parler que cette aide solidaire a vraiment mis ensemble des gens parfois de différents partis, de différents volets politiques, de droite, de gauche. Et donc, c'est un phénomène d'une nouvelle démocratisation. Est-ce que tu t'attends à quelque chose comme ça en Pologne ou est-ce que c'est un élan de cœur juste au début de la guerre? Moi, je ne veux pas être pessimiste, mais malheureusement, je pense que ça peut-être ce ne sera pas durable parce qu'on voit déjà que cet élan a freiné un peu. Parce qu'au départ, on a vu cette joie de l'union, d'être ensemble, parce qu'on faisait quelque chose d'important ensemble. Mais est-ce que ça va durer? Il ne me semble pas. J'espère non plus que ce ne sera pas un conflit de longue durée. Et ça a été cumulé vraiment autour de ces premiers moments. J'espère qu'on ne deviendra jamais une deuxième Solidarność. Dommage peut-être, mais j'espère qu'il y aura quand même des conséquences positives pour l'avenir. Et Shimon, toi, moi je voudrais dire une chose, que moi je ne me sens pas compétent pour créer des théories très complexes. Je peux puiser dans mes expériences personnelles, des conversations avec ma famille, des amis. Et en répondant à cette question, je vais le simplifier à 2 points qui me semblent le plus clairs, le plus évidents. Premier, Patricia l'a mentionné, c'est l'expérience de l'impérialisme russe. En Pologne, historiquement, on a fait face à plusieurs reprises à ce phénomène et cette ouverture aux Ukrainiens en Pologne est provoquée, il me semble,
par une l'approche très culturelle, hein, rapprochement culturel très fort. Et compte tenu de l'absence des expériences par exemple, le Proche-Orient n'a pas provoqué les mêmes phénomènes. On connaissait les Ukrainiens, ils vivaient ici avant la guerre, donc pour nous, c'était plus facile de comprendre la situation. Pour les Polonais avaient une approche complètement différente que par rapport aux réfugiés des autres pays, par exemple. Moi, je te comprends, mais en même temps, je suis un réfugié d'Irak. Et donc, pour moi, c'était ce côté très triste, parce qu'il y a l'angoisse, il y a le racisme, l'utilisation très basique de cet antagonisme qui existe, de cette peur qui existe dans la société. Et on est à côté de la citation de Václav Havel qui a dit en 89, qu'est-ce qui s'est passé en 89? On a détruit les murs. Et cet instrument de la construction, de division des gens et de la construction de la peur, on a réussi à le faire écrouler. Mais vous êtes aussi les avocats de notre spectateurs, de nos auditeurs. Et donc, c'est le moment de questions. Qui commence? Patricia. Donc, je vais l'adresser à tous les panélistes. Et elle est la suivante. Le pays du monde et de l'Europe se radicalise. On le voit parmi les jeunes, les sympathies avec les mouvements extrêmes, soit de gauche, soit de droite. Donc, quels changements sont nécessaires pour l'Europe pour qu'elle puisse se défendre contre ce populisme? Et est-ce que la situation actuelle de guerre peut renverser cette tendance et nous amener à une plus grande cohérence, union face à cette menace, ou au contraire, elle peut approfondir ces partages? Il le faut. Je crois que le projet européen qui a apporté beaucoup, mais dans lequel il y a parfois du doute qui s'installe, ou des hostilités qui se manifestent, des oppositions, il y a des anti-européens, et parfois l'Europe déçoit. Et avec ce qui se passe en ce moment avec la guerre en Ukraine, l'agression russe, j'ai l'impression qu'il y a une accélération de l'histoire et une réhabilitation du projet politique européen. Alors, bien sûr, il faut que ça soit durable, il faut que ça soit concret. Mais quand on regarde, tout à l'heure, M. Abraham a dit qu'il y avait une forme de naïveté. Marcus l'a dit aussi, quand on disait l'énergie, c'était une question économique, ce n'était pas une question politique. En fait, on est en train de réhabiliter en général la politique. Et en Europe aussi. L'énergie, c'est une question géopolitique. La question de la santé, des médicaments, c'est une question géopolitique. L'indépendance technologique, et pas dépendre ni que des Américains ni des Chinois, c'est une question démocratique. La question de la transition écologique, qui est une question centrale, il faut la mettre au cœur de nos ambitions au niveau du projet politique européen. Et puis bien sûr la question de la sécurité et de la défense. Donc je pense qu'il y a une accélération, mais il y a eu d'ailleurs il y a quelques jours les conclusions de la consultation démocratique sur l'avenir de l'Europe, la Convention sur l'avenir de l'Europe. Et ce sont des citoyens tirés au sort qui se sont exprimés, qui ont justement dit des choses qui vont dans cette direction. Il y a des choses à changer en Europe. Il faut peut-être aussi sortir de cette paralysie de l'unanimité dans les décisions. Peut-être qu'il faut réformer les traités pour les rendre plus souples et plus efficaces pour prendre des décisions. Mais je pense que ce qui est en train de se passer peut changer durablement le regard que l'on a sur la construction européenne et sa nécessité pour l'avenir de chacune de nos nations. Alors bien sûr, dans chacune de nos nations, il y a des radicalités d'extrême droite et des nationalismes qui se sont développés ou qui continuent de se développer. Parfois, ils sont au pouvoir. Mais en même temps, il faut apporter des réponses et redonner de la confiance. Et je voudrais juste revenir un instant. Nous avons sur la Russie, sur la relation avec la Russie, avec Poutine en particulier. Moi, j'ai vécu
personnellement, en tant que Premier ministre, en 2013, une rencontre avec Poutine. Et ça revient à ce que Marcus a dit tout à l'heure, sur le temps long de cette histoire. Ça n'a pas commencé là, comme ça, uniquement le 24 février. Ça vient de plus loin. D'ailleurs, il y avait une chose qui m'a toujours frappé, moi, dans mes fonctions, c'était cette persistance des conflits gelés. Conflits gelés au Haut-Karabakh, conflits gelés en Transnistrie, conflits gelés en Géorgie avec l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Et puis, bien sûr, l'Est de l'Ukraine, en Donbass. Et avec moi, l'impression que j'avais que Poutine faisait tout pour qu'on ne trouve pas de solution diplomatique et que ça le servirait le moment venu quand il le déciderait. Et cette expérience que j'ai de cette rencontre avec Poutine en 2013, c'était le début novembre 2013. La rencontre officielle se déroule calmement, normalement, avec les points à l'ordre du jour. Et d'un seul coup, le climat, le ton change. Et Poutine devient extrêmement agressif. On était très peu nombreux. J'étais avec des conseillers, l'ambassadeur de France à Moscou. Et de l'autre côté, c'était la même chose. Il y avait Poutine et moi. Et ce qui m'a surpris, c'est sa brutalité. Il y avait un sujet qui le préoccupait. Eh bien, c'était en 2013, c'était déjà l'Ukraine. Et son propos agressif et sa colère, je dis bien colère, portaient sur la réunion qui allait se produire quelques semaines après entre l'Union européenne et l'Ukraine pour signer l'accord d'association. Et l'Ukraine a combattu, Poutine a dit c'est une agression contre la Russie, enfin, etc., etc. Vous connaissez le discours qui a été réécrit ensuite. Et il a terminé sur ce point en disant, de toute façon, en faisant ça sur la table, cet accord ne sera pas signé. Eh bien, il n'a pas été signé, puisque le président ukrainien de l'époque, Yanukovych, a cédé à Poutine et a renoncé à signer l'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Des manifestations incroyables sur la place Maïdan, avec une puissance démocratique et populaire considérable. Il y avait un mot d'ordre. C'était « on veut l'accord ». On veut l'accord avec l'Europe. C'était en 2014. 2013, novembre 2013 jusqu'en février 2014. Une répression féroce, des morts, des blessés, mais le peuple étant tellement soudé et déterminé qu'à la fin, c'est lui qui gagne. Et Yanukovych fuit en hélicoptère vers la Russie. Et ensuite, un nouveau président, Porochenko, va signer l'accord avec l'Union européenne. Mais qu'est-ce qui se passe juste après? Poutine met en exécution ses menaces et il annexe la Crimée, quelques mois après, et puis il soutient les séparatistes du Donbass. La suite, vous la connaissez. Donc je crois que par rapport à Poutine, l'Europe a bien répondu. Je reviens au début de mon propos. L'Europe a bien répondu de façon unie. Maintenant, il faut poursuivre, il faut que ça dure, parce qu'il y a le risque, comme vous le disiez à propos de l'opinion en Pologne, c'est que cette solidarité finisse par s'affadir et s'estomper. Donc il faut être concret, soutenir militairement, enfin soutenir en livrant des armes, soutenir avec l'action humanitaire, accueillir des réfugiés, mais aussi construire la suite et l'adhésion à l'Europe de l'Ukraine, donner des perspectives d'espoir. Et je pense qu'en même temps, il faut que l'Europe s'organise. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Par exemple, la question de l'énergie, il faut faire une communauté européenne, comme on l'a fait pour le charbon et l'acier, de l'énergie. Il faut le faire. Il faut arrêter que chacun regarde comme un esprit de boutique ses petites affaires. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, pour l'Allemagne notamment, mais pas que pour l'Allemagne. Et donc ça, c'est fondamental. Et je pense que c'est le moment, si on ne veut pas que la solidarité s'estompe, si on ne veut pas que ça retombe et qu'on revienne dans la routine, alors il faut que les dirigeants de nos pays s'engagent davantage avec force, avec détermination, pour que l'Europe apparaisse puissante et non pas simplement une organisation à caractère économique et technique, mais une porteuse d'un projet politique et de civilisation qui ne soit pas contre les autres, qui porte un modèle démocratique, mais qui en même temps n'est pas naïf et qui sait aussi ce que c'est qu'un rapport de force. Et Poutine, lui, il sait ce que c'est qu'un rapport de force, et nous devons lui répondre aussi avec des rapports de force. Mais jusqu'à présent, je crois que c'est Poutine qui a perdu, parce qu'il pensait que l'Europe allait se déchirer, il pensait que l'OTAN allait s'affaiblir, alors que l'OTAN est en train de se renforcer avec de nouvelles adhésions. Et donc on voit bien que les choses ont plutôt basculé dans la bonne direction, mais il faut garder le cap, il faut le garder avec beaucoup de force et beaucoup d'énergie, et je suis d'accord avec Marcus, en parler en permanence avec les citoyens,
en débattre en permanence avec les citoyens. Pas que ça reste dans une sphère en haut, mais qu'effectivement, ça soit partagé par la population. Et donc moi, je trouve tout à fait positif qu'il y ait des débats, qu'il y ait des désaccords, mais c'est la démocratie, la controverse, la discussion. Mais en même temps, il faut qu'on apporte des réponses et que les gouvernements aient le courage de s'engager, y compris en prenant des risques. Prendre des risques, ça fait aussi partie de la politique. Dziękuję. Markus. Ja, ich finde diese letzten Punkte ausgesprochen wichtig. Le dernier point me semble très important, que, en conséquence de ce qui se passe, on doit mettre encore plus clairement en avance nos valeurs. Parce qu'on les a piétinées un peu dans le passé, on ne les a pas pris au sérieux toujours. On a dit, bon, il y a des critères pour l'élargissement, il y a la démocratie, le droit de minorité, etc. Mais en tant que l'Union européenne, on a eu très peu de possibilités de sanctions. Oui, accueillir quelqu'un, oui, mais les sanctions, toujours très difficiles. Ça posait toujours un problème. Il y avait des problèmes variés avec de nouveaux membres. Avant, il y avait aussi la discussion avec Haider, comment faire face, comme en Autriche, il y avait la discussion, après il y avait Berlusconi. L'Union avait des problèmes internes. On a l'article 7, mais c'est un marteau qui ne marche pas toujours. Et donc, depuis longtemps, on n'a pas engagé des parallèles concrets. Ça concerne avant tout la Hongrie, mais le parti conservateur qui, pendant longtemps, défendait Orban, aussi Angela Merkel l'a fait dans le passé. Et je pense que peut-être à l'intérieur, en interne, il s'exprimait, mais jamais publiquement. Monsieur Weber, au Parlement européen, quand je me souviens de débats sur Orban, il a dit « Enfin, le processus qui concerne l'état de droit sont très importants. » Mais ça concerne aussi la Pologne. Il faut, je pense, regarder de près pour être vraiment honnête dans les deux perspectives. Pendant l'année dernière, on a pu voir comment la Pologne s'est comporté solidairement avec l'opposition démocratique en Biélorussie, comment Pologne acceptait les réfugiés, d'ailleurs avec Lituanie, et ça a été admirable. Mais aussi, pendant l'année dernière, justement, la Pologne, pour les Biélorusses qui devaient fuir, a donné 12 000 de visas humanitaires. Bon, en Allemagne, on a émis 100 pour vous montrer la proportion. Mais en même temps, il y avait des contradictions. Loukachenko instrumentalisait les autres réfugiés que la Pologne n'accepte pas. Et ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a deux catégories de réfugiés en ce moment en Pologne qui sont en application. Et on ne peut pas se dire que la Pologne a accepté 2 millions de réfugiés de l'Ukraine. Et ça, c'est bien sûr extraordinaire. C'est un travail magnifique qui a été réalisé. On a 700 000 en Allemagne. Mais là aussi, il faut être très vigilant. Je vois que les Biélorusses partaient en Ukraine, ils arrivent en Allemagne, et la même chose concerne les Russes. Il y a les journalistes, les membres de l'opposition qui essayent de fuir aussi par ces canaux. Donc, il faut vraiment être très vigilant pour ne pas faire quelque chose de mauvais, en même temps ne pas faire mal, parce qu'il n'y a pas une clarté à tous les niveaux. Avant la dernière question, je voudrais poser la question à nos spectateurs et les auditeurs, spectateurs ici sur place. Est-ce que vous avez une question? Donc, il y a une dernière question à Markus Merke.
Qu'est-ce qui est la clé pour la compréhension réciproque des besoins et de la coopération efficace du triangle de Weimar? Et comment la Pologne et l'Allemagne peuvent construire cette ficelle, disons, de compréhension de l'accord? Bon, on revient à la triangle de Weimar, mais je vous encourage. Peut-être quelqu'un ici voudrait poser la question. Donc, non. Bon. Donc, le dernier mot, la dernière parole va à Markus alors. Donc, alors, qu'est-ce qui, dans le cadre du triangle de Weimar, dans ce partenariat très spécial de ces trois nations européennes, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette perspective dont vous avez parlé? Il y avait un grand espoir au début des années 90, après l'accession de la Pologne à l'Union européenne, donc jusqu'à 2004, la Pologne et l'Allemagne, comme ce sont des pays si différents, si divergents, ils pourraient jouer un rôle important en Europe. Parce que si l'Allemagne s'est mise d'accord avec la Pologne, et ce compromis a fait impressionner tout le monde. Et il y avait donc un espoir qu'avec la Pologne, en tant qu'un troisième élément, disons, de ce triangle, la Pologne pourrait être un loudspeaker pour les autres, un mégaphone pour les autres, et les parler pour elle. Malheureusement, ça ne s'est pas validé. Donc, il y a un défi pour la Pologne dans le triangle. Et il y a aussi un défi pour la France, pour que ça ne soit pas bilatéral, mais justement, avec les Allemands, il faut regarder de plus près le problème de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. À quel niveau c'est le problème de cette partie de l'Europe sont entrés dans le dialogue européen? Parce que je trouve que Macron n'a pas toujours trouvé suffisamment de solutions. Nous aussi, on peut être un intermédiaire. On a nos propres expériences avec le communisme, mais j'ai l'impression que le gouvernement fédéral ne va pas dans cette direction si loin que j'aimerais qu'il aille, qu'il ne va pas suffisamment loin. Et quand ce tournant est arrivé, je pense qu'il faut trouver les nouvelles dimensions. Certaines choses sont irréversibles. L'Ukraine est l'entrée dans le gène européen et il faut l'implémenter. Mais il ne faut pas oublier les autres aspects. Il faut clairement s'exprimer sur la Géorgie, par exemple. Il faut aussi bien la Géorgie et la Moldavie leur donner une perspective européenne claire. On a besoin d'une politique européenne de migration, non seulement pour les Ukrainiens. Et la Pologne doit faire partie de ce dialogue. Donc, ces questions qui étaient posées déjà auparavant doivent continuer à être posées. L'état de droit, c'est un défi de la démocratie. Ils concernent non seulement les pays de l'Est, ils sont aussi importants aux Pays-Bas ou ailleurs. Donc, je pense que ça nécessite, on peut dire que les démocrates de tous les pays, unifiez-vous. Pour citer Marx. Donc, non seulement dans notre pays, dans nos pays respectifs, dans nos nations, qu'il faut agir, parce que la nation, bon, la question de base, si on veut aussi avoir des forces démocratiques dans les autres pays. Panie premierze, ostatnie słowo i przekażę naszemu gospodarzowi, profesorowi Rachoniowi, który podsumuje naszą debatę. Panie premierze, proszę. Oui, non, mais juste pour dire que je crois beaucoup à ce cadre du triangle de Weimar, qui permet à la France et l'Allemagne et la Pologne de parler ensemble. Et ce n'est pas un hasard parce que les ministres des Affaires étrangères, quand ils ont créé de nos trois pays en 1992, créé ce cercle, ce triangle, c'est parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait là une question après la chute du mur de Berlin, la réunification de l'Europe, et l'élargissement, mais là je dis la réunification de l'Europe, qu'il y aurait des questions compliquées et difficiles, qu'il fallait trouver un cadre. Je regrette que ce cadre n'ait pas été suffisamment utilisé. Et peut-être qu'il ne l'est pas assez par les gouvernements eux-mêmes, même si j'ai eu la chance, en tant que ministre des Affaires étrangères, d'y participer plusieurs fois.
avec mon collègue allemand et polonais, mais je crois qu'il faut vraiment que ce cadre soit renforcé encore. Et je suis heureux que ce soir, nous ayons pu le faire, non pas n'importe où, à Gdansk, qui est le pays pour moi, qui est le symbole de tout le combat pour la liberté et la démocratie, avec le courage qu'ont eu tous ceux qui se sont battus dans les années 80 jusque dans les années 90, donc qui ont été des précurseurs, et qu'on ait pu le faire ce soir ici au Centre européen avec vous, Basil Kerski, et également avec le groupe Majewski et nos jeunes étudiants représentants que vous aviez invités et qui ont pu témoigner, et puis avec la Fondation Genshagen. Et la Fondation Genshagen, elle a été créée d'abord pour renforcer le dialogue franco-allemand et renforcer l'Europe. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait aller beaucoup plus loin et qu'on est devenu une fondation, non pas la fondation du triangle de Weimar, mais une fondation qui fait son travail dans le cadre du triangle de Weimar. Et ce n'est pas la première fois que nous sommes en Pologne, mais j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres, qu'il y en aura beaucoup d'autres en Allemagne, qu'il y en aura aussi beaucoup d'autres en France, parce que je crois que c'est vraiment utile. Et ce que nous avons fait ce soir, c'est déjà une petite étape. Dziękuję panie premierze, to rzeczywiście słowa, które pięknie zakończają naszą rozmowę, ale tradycyjnie przekazuję panu profesorowi. Merci pour la clôture de notre conversation. Moi, je ne vais pas faire effort pour faire un point, mais je vais répéter que pour moi, la politique est l'art de prévoyance. Et je suis persuadée que l'Europe va en tirer les conclusions de cette politique des années passées. Et à mon avis, la politique et l'Europe a changé après le 24 février. Mais il n'y a pas une rencontre qui ne devrait pas aboutir, arriver à sa fin. À mon avis, cette rencontre a été très intéressante, fascinante, et je voudrais remercier tous les panélistes et aussi modérateurs, Patricia et Szymon, et je voudrais remercier également à Magdalena Harkin et Zuzanna Marcinczak, qui, avec l'équipe entière technique, ont été capables d'organiser cet événement d'aujourd'hui. Et je vous invite déjà aujourd'hui à notre réunion au mois de juin, où on pourra parler de l'immigration et des immigrés. Et merci beaucoup et bonne nuit. Et moi, je vais remercier aussi les traducteurs. Merci. Merci beaucoup aux traducteurs que vous avez entendu. Pour la première fois au sein de notre club, on a besoin de ce type de soutien pour devenir le vrai Européen. On vous écoute, oui, on vous entend. Merci. Et aussi, je voudrais remercier les représentants de la Fondation Genshagen et bien évidemment, professeur Rachon. Merci.